Bien. Bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je vais parler de l'optimisation du donneur. Alors j'ai choisi parce que j'avais pas trop du patient mort encéphalique, j'avais vu que le Maastricht 3 était pas mal traité. Et puis dans le topo précédent, et donc je me suis concentrée plutôt sur le patient mort encéphalique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc pour se rappeler, le donneur d'organes décédé, c'est ou un patient Maastricht 3, on vient de le voir, ou un patient en mort encéphalique qui suit souvent quand même une phase d'hypertension intracrânienne avec un donneur donc, qui est décédé, qui a la particularité d'être à cœur battant. Et tous ces donneurs vont se retrouver à un moment au bloc opératoire pour le prélèvement d'organes et de tissus. Mais on a deux donneurs qui sont différents, l'un qui a cœur non battant quand il arrive au bloc, l'autre qui a cœur battant. Alors la mort encéphalique, vous m'entendez, ça va? La mort encéphalique a la particularité d'induire ce qu'on appelle classiquement l'orage sympathique, l'orage catécholaminergique, à l'origine de pas mal de dysrégulation et d'altération d'organes, avec un état pro-inflammatoire qui est lui aussi très important et induit par la lésion cérébrale, la réanimation et le traitement de la lésion cérébrale, et puis quand l'hypertension intracrânienne est dépassée, par une succession d'ischémies, et notamment celle du tronc cérébral, qui va conduire donc à cet orage catécholaminergique. Donc à l'origine de dysfonctions surtout cardiovasculaires et pulmonaires, c'est là qu'on ressent le plus. La réanimation du donneur, pour essayer d'optimiser ce donneur, les deux mots qu'il faut retenir, c'est protection des organes et optimisation. On va essayer pendant suite à l'arrêt, suite au passage en mort encéphalique, de protéger au maximum et d'optimiser les organes dans un but de don. C'est indispensable à l'aboutissement du don. Si on ne s'occupe pas d'un patient en mort encéphalique, on ne va pas le prélever, on va prélever des organes de mauvaise qualité. Et comme on ne prélève que ce qu'on greffe, on peut ne pas prélever alors que ce patient est donneur. Donc il faut mettre à profit le temps dont on dispose, qui n'est pas très long, qui est de 48-72 heures en grand maximum, pour optimiser les organes. Et là, celui qui est en première ligne, clairement, c'est le réanimateur et personne d'autre. Alors l'équipe de réanimation, mais c'est quelque chose qui se passe en réanimation. Alors, on va voir un petit peu ce qui est recommandé. En fait, on s'appuie sur pas grand-chose parce qu'il y a très peu d'essais randomisés chez le donneur d'organes. C'est assez compliqué sur le plan législatif, sur le respect des choses. Et donc, la prise en charge est basée sur le raisonnement physiopathologique et puis sur l'extrapolation beaucoup de ce qui se passe en réanimation pour tous les autres types de donneurs. Donc, on n'a pas des preuves toujours très importantes et très bien étudiées de ce qu'on fait au quotidien pour nos patients. Alors il y a des protocoles standardisés, la France en a un, il y en a beaucoup dans la littérature. Aux États-Unis, il y en a à peu près un par équipe, je pense, qui sortent comme ça régulièrement. En France, il y a des recommandations qui avaient réuni en 2019, c'est les dernières recommandations qu'on ait, toutes les sociétés savantes qui participent au prélèvement, qui pour un moment participent au prélèvement d'organes et de tissus. Voilà, donc vous avez ce texte long, il y a un texte court, un texte long que vous pouvez retrouver sur le site de l'Agence de la biomédecine. Globalement, la prise en charge périopératoire du donneur, elle doit doit se fixer par l'homéostasie. Ce qu'on recherche, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire une pression artérielle normale, un débit, une fréquence cardiaque la plus normale, une diurèse la plus normale. Voilà, tout ce qui fait que les organes sont perfusés correctement. Une glycémie qui est normale et une température qu'on voudra supérieure à 35 degrés. En face, vous avez ce qu'on va mettre en pratique. Il va falloir, pour maintenir notre pression artérielle, avoir recours à des catécholamines, l'expansion volémique, la desmopressine. On va revoir un petit peu tout ça. Alors, ce qui est au premier plan, on l'a vu parce que c'est ce qui suit souvent l'orage catécholaminergique, c'est la défaillance hémodynamique. Quasiment tous les patients ont une défaillance hémodynamique. Il y en a de temps en temps qui échappent. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps qui est parti au bloc sans catécholamine. C'est assez rare. Quasiment tous les patients vont avoir une défaillance hémodynamique qu'on va considérer comme un patient qui a une PAM inférieure à 65 mm de mercure,
toujours, mais ça c'est un peu tout le temps en réanimation, on va chercher des signes d'hypovolémie, les remplir et puis introduire des catécholamines. Donc ça c'est je dirais la phase 1 du patient standard de réanimation. Et si il reste instable, il reste avec une PAM inférieure à 65 mm de mercure, ou un peu plus si le patient était hypertendu, ça peut être un tout petit peu plus, on va, ce qui est recommandé, c'est d'étendre un peu le monitorage pour essayer de faire la part des choses entre les différentes défaillances. Alors sur le monitorage, pas de littérature sur les monitorages de nouvelle génération chez le patient mort encéphalique. La pression artérielle sanglante, c'est très bien pour faire des prélèvements, mais ce n'est pas suffisant pour faire du monitorage, notamment de débit cardiaque. Et le Doppler œsophagien est une bonne technique qui est facile d'utilisation. En fait, on fait ce qu'on veut, ce qui va, et ce que le réanimateur connaît, qui va nous permettre d'évaluer par cette exploration hémodynamique si le patient est hypovolémique et où incompétent, où il a une incompétence myocardique et où il a une vasoplégie. On a quelquefois un seul, on peut avoir les trois en même temps. Et donc notre monitorage doit nous servir à savoir si le patient est hypovolémique, je vais continuer de le remplir, il faut que je me pose la question quand même du diabète insipide. S'il y a une incompétence myocardique, est-ce qu'il faut qu'on rajoute des inotropes, et s'il est vasoplégique, on va renforcer la noradrénaline et le remplir. Ça, c'est les recommandations de 2019 qu'on avait repris. Alors, comment on essaie de dépister une dysfonction myocardique? Là encore, pas grand-chose dans la littérature. On sait par contre que la prise en charge de cette dysfonction myocardique va permettre l'évaluation et la qualité du greffon, va améliorer l'évaluation et la qualité du greffon cardiaque potentiel, si le patient n'est pas encore en mort encéphalique. Là, on parle du patient donneur potentiel, c'est-à-dire quelquefois il est en train de passer en mort encéphalique et il faut essayer de préserver à tout prix ce greffon. Il y a un intérêt évident à l'échographie cardiaque qui va permettre non seulement l'évaluation de l'état hémodynamique, mais aussi après secondairement du greffon, et on peut adapter les thérapeutiques chez les patients avec l'échographie cardiaque quand on a les données, qu'elle nous donne les bonnes données. L'intérêt du NT-proBNP, il n'y a pas grand-chose dans la littérature, quelques papiers, mais il n'y a rien de recommandé là-dessus. Donc ensuite, on va dépister une vasoplégie et qui va imposer bien sûr le recours aux agents vasopresseurs. Énormément de patients, souvent ces patients avant même qu'ils passent en mort encéphalique sur l'hypertension intracrânienne sont déjà sous vasopresseur, ou parce qu'elle permet de maintenir une pression de perfusion cérébrale, ou parce qu'il y a une défaillance hémodynamique. Et là, le rôle du monitorage est évidemment extrêmement important. Le traitement vasopresseur de première intention, même si quand on regarde la littérature, finalement les papiers qu'on retrouve, parce qu'ils sont très anciens et qu'il n'y a pas grand-chose de plus sur le patient mort encéphalique, c'est la dopamine. La dopamine, plus personne n'en fait. Ce qu'on fait en réanimation et ce qu'on fait maintenant chez les patients morts encéphaliques, s'il n'y a pas de rationnel dans la littérature, c'est la noradrénaline. Chez le patient mort encéphalique, il n'y a pas de rationnel. Chez les patients de réanimation, un peu plus. Ce qu'on recherche, c'est en effet alpha-adrénergique prépondérant qui va entraîner une vasoconstriction artérielle et veineuse, vous connaissez. On démarre à des petites posologies, il n'y a pas besoin forcément de grosses posologies à la phase initiale de l'état de mort encéphalique. Et puis on va dépister cette hypovolémie qui est quand même souvent presque constante. Là encore, peu d'études chez le patient en état de mort encéphalique. On dispose de critères dynamiques qui vont nous prédire une réponse au remplissage vasculaire comme pour tous les patients de réanimation. Et vous connaissez le seuil des indices, c'est la même chose que le patient de réanimation. Et donc il faut se poser excusez-moi, la question d'un diabète insipide qui touche quasiment entre 65 et 70% des patients en mort encéphalique et qui est lié à la diminution de la synthèse et de la sécrétion d'ADH dans la post-hypophyse. Ce diabète insipide, il est défini comme une polyurie qui est inadaptée, donc une polyurie supérieure à 2 ml/kH. Bien sûr, on élimine les polyuries secondaires qui sont osmotiques, induites par les diurétiques ou quelquefois adaptées à une surcharge hydrosodée. Souvent, c'est assez compliqué, mais elles sont souvent osmotiques. Attention, c'est les patients qui ont eu du mannitol, qui sont hyperglycémiques, ils
vont avoir une hyperglycémie osmotique qui va venir compliquer le diagnostic du diabète insipide. Et donc la polyurie qui est liée au diabète insipide, c'est une polyurie hypotonique. Les urines sont hypotoniques avec une densité qui est inférieure à 1005, inférieure ou égale à 1005, ou une osmolarité inférieure à 300, avec une tendance, une piste de l'eau libre ces patients, donc il y a une tendance à l'hypernatrémie et l'hyperosmolarité plasmatique. Donc on voit ça sur un bilan sanguin et puis urinaire pour la partie des urines. Le traitement, si on va assez vite, il ne peut être quasiment que étiologique. Si on fait attention à l'apparition de ce diabète insipide, et il faut toujours l'avoir en tête, c'est 2/3 des malades au moins, on va, dès que la polyurie apparaît et qu'on sait que c'est des urines hypotoniques, alors on va pouvoir faire une injection de minirin, de desmopressine. On va titrer 0,5 à 1 microgramme IVD, globalement 0,5 pour les tout petits poids et 1 microgramme IVD pour passer 60 kg. Si on voit que derrière ça entraîne une grosse diminution de la diurèse, et la fois d'après on fera 0,5. Le but c'est de revenir à une diurèse standard entre 1 et 1,5 ml/kg et on va la renouveler autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire autant de fois que le patient va faire un diabète insipide. Si on a pris du retard, à ce moment-là, il va falloir faire un traitement symptomatique, c'est-à-dire traiter l'hyperosmolarité plasmatique qui a été engendrée par ce diabète insipide et donc compenser la polyurie, mais si on fait vite le minirin, si on la refait régulièrement, on n'a pas besoin de la compenser, mais surtout mettre en place, si on a besoin, des solutés hypotoniques. Il n'y a pas besoin de rajouter du sel, ces patients qui sont très hypernatrémiques et donc on met des solutés hypotoniques, du glucosé, 2,5%, c'est pas la peine de mettre plus et d'entraîner une hyperglycémie qui aggraverait la polyurie. Voilà, ça c'est les recommandations. Alors dans la littérature, il y a pas mal de choses sur l'apport du minirin et le fait que ça améliore les patients, l'état hémodynamique des patients et le nombre de greffons prélevés quand on donne le minirin par rapport à un placebo. Quand on n'en donne pas, c'est des compensations de diurèse qui sont astronomiques, ça peut être 10 litres par jour, donc on n'arrive pas à tout ça. Alors il y a un médicament qui fait très bien les choses aussi, c'est la vasopressine, qui elle aussi est sécrétée par la post-hypophyse, avec des taux indétectables dans la mort encéphalique. Et la particularité de la vasopressine, qu'on utilise de plus en plus ces dernières années, parce qu'enfin elle est disponible sur le marché français, c'est qu'elle va avoir un effet vasopresseur par son action sur le récepteur V1 et un effet antidiurétique par son action sur le récepteur V2. Et donc on fait la défaillance, on traite et la défaillance hémodynamique et le diabète insipide. Alors, il n'y a pas encore de papier là non plus. On sait qu'il y a pas mal de papiers américains où on retrouve cette vasopressine et ça sort comme un critère positif, c'est-à-dire que quand on a donné de la vasopressine, par exemple là, c'est associé à plus de greffes pulmonaires et des greffons de meilleure qualité. Et le problème de toutes ces études américaines, c'est celle-ci aussi, c'est qu'il y a beaucoup de biais dans ces études et surtout la vasopressine est associée à un cocktail d'hormones. Il est très difficile de savoir, il y a de la TSH, il y a des corticoïdes, pas de la TSH, T4, des corticoïdes, il y a énormément de choses et il est assez difficile de s'y retrouver et de savoir si la vasopressine toute seule finalement fait mieux que rien. Il y a un PHRC qui devrait débuter dans les prochains mois français pour voir l'apport de la vasopressine dans la réanimation hémodynamique du donneur, l'endpoint étant le nombre d'organes transplantés. Donc on va peut-être avoir un peu plus de réponses, mais pour l'instant on n'a pas grand-chose de vasopressine seule. Alors il reste des prises en charge spécifiques selon les organes, avec des atteintes des organes auxquelles il faut faire attention. Le rein, ça j'ai pas repris, c'est des papiers qui sont maintenant très anciens, et la pratique aussi bien aussi en réanimation est la même, c'est-à-dire qu'on essaie de privilégier les cristalloïdes. Pour le foie, attention, et notamment attention au diabète insipide, de bien le détecter tôt. On sait que des natrémies supérieures à 155 mmol par litre sont plus fréquemment associées à une dysfonction hépatique. Et donc il faut lutter contre ce diabète insipide, le prendre en charge très précocement pour éviter d'avoir
retrouve encore des 165, 170 de natrium. Ça, c'est un diabète insipide qui n'est pas pris en charge et c'est extrêmement délétère pour les enfants. Le cœur, un petit peu de papier sur la protection myocardique qui pourrait être réalisée par les bêta-bloquants au moment de cet orage catécholaminergique où on a des taux plasmatiques de catécholamine qui sont extrêmement importants. Et donc l'équipe de Nancy notamment a essayé, a publié plusieurs papiers, de bloquer cet orage catécholaminergique au niveau myocardique par l'injection, par le traitement par bêta-bloquant. Alors c'est extrêmement séduisant sur le plan physiopathologique, sur le plan pratique, c'est pas si simple, aller mettre des bêta-bloquants. Alors les courtes durées d'action, moi j'ai essayé, j'y arrive pas, et les longues durées d'action, quand derrière on a la défaillance hémodynamique et qu'on a un cœur qui est des récepteurs blindés de bêta-bloquants, on rame beaucoup. Donc sur le plan physiopathe, c'est sûr, c'est très séduisant en pratique. Les collègues de Nancy disent qu'ils y arrivent. Moi, quand j'ai essayé, c'est pas si simple. Et puis on n'est pas toujours là au moment où on a l'orage catécholaminergique. Et puis il y a des patients qui en ont peu. Alors dans leur papier, ils montrent que ceux qui ont peu d'orage catécholaminergique, en tous les cas peu importants, eux, ils font moins de défaillance cardiaque. Donc voilà, c'est pas si simple quand même. Et puis pour le poumon, là on peut agir. Là on a un vrai rôle, un réanimateur, à essayer de protéger les poumons, ce qui va augmenter, on va le voir, le nombre de poumons prélevés et la qualité des greffons. Donc la protection pulmonaire, elle débute dès finalement l'entrée en réanimation, parce qu'on a des lésions des lésions pulmonaires directes liées à la mort encéphalique, on l'a vu sur la première diapo, mais aussi les lésions de ventilation de tout patient de réanimation. Il y a une importance, alors il n'y a pas beaucoup de papiers qui le montrent, mais de façon cliniquement, on va dire, une importance à la kiné et aux manœuvres de recrutement, comme les autres patients de réanimation. Ce n'est pas parce qu'un patient est en mort encéphalique qu'il ne faut pas continuer de s'occuper de tous ses organes. Et quand même, ce qui marche très bien en réanimation, c'est la kinésithérapie pulmonaire. Alors, il y a ce papier qui est une étude prospective, randomisée, assez ancienne maintenant, mais finalement, en prospective, c'est quasiment ce qu'on a de mieux. Petits effectifs, mais c'était 12 centres européens. Leur but, c'était de regarder l'augmentation des critères d'éligibilité du poumon par la mise en place d'une stratégie protectrice qui définissait comme un volume courant entre 6 et 8 ml/kg, une PEP entre 8 et 10, des aspirations en circuit fermé, un test d'apnée en CPAP et des manœuvres de recrutement. C'est tout, c'est ce qu'on fait maintenant, quasiment, mais à l'époque, ça a été comparé en 2010 à, vous voyez, une stratégie conventionnelle où on ventilait encore les patients à très haut volume avec des petites PEP. Et ce que les auteurs retrouvaient dans cette étude, c'est qu'on avait une amélioration des critères d'éligibilité des greffons pulmonaires avec plus de poumons prélevés, et ça ne sortait pas dans cette étude parce que je pense que l'effectif est trop petit, mais la survie du greffon ne sortait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une nette amélioration de la qualité et du nombre de greffons prélevés par la mise en place de cette stratégie, et c'est actuellement ce qui est recommandé. Ce qui existe sur les manœuvres de recrutement, c'est ce papier. Là, c'est chez des patients en mort encéphalique, après notamment les tests d'hypercapnie et qui fait le diagnostic clinique, qui finit le diagnostic clinique de la mort encéphalique, et le long de la réanimation, faire des manœuvres des manœuvres de recrutement, améliorer le rapport PaO2 sur FiO2 des patients donneurs d'organes potentiels. Le test d'apnée, on a vu, moins on va les recruter, mieux on va les protéger, et donc on peut faire le test d'apnée avec une CPAP. Nous, dans l'équipe, on utilise ce qu'on appelle la valve de Bousignac. C'est cette petite valve, donc c'est une petite valve avec le débit, il y a un débit d'oxygène qui va générer une pression positive, et donc on va brancher au moment du test d'hypercapnie, pas de ventilateur où l'apnée, on peut inhiber le temps d'apnée, et donc on débranche systématiquement les patients et on met en place ce petit dispositif, donc qui ne va pas ventiler le patient, qui va seulement créer une pression positive, vous voyez là, qui est réglée à 7 cm d'eau, et pendant l'épreuve d'hypercapnie, le patient va avoir cette PEP
qui va permettre d'améliorer les conditions d'abord de faisabilité de ce test, hein, c'est-à-dire que plus jamais on n'arrive pas à faire un test hypercalcémique, le patient désature pas comme ça, puisqu'il est recruté, et derrière on va systématiquement l'associer, donc ça diminue clairement les atélectasies liées à cette épreuve d'hypercapnie. C'est quand même un quart d'heure sans ventilation, donc il y a des atélectasies systématiques, et on l'associe, nous, dans l'équipe. On a motivé nos kinés qui comprennent très bien, et dès qu'ils entendent qu'il y a un patient en mort encéphalique, ils nous disent quand est-ce que vous ferez l'épreuve d'hypercapnie, et systématiquement derrière, ils viennent faire des manœuvres de kiné, et on fait des manœuvres de recrutement par la suite. Et ça améliore considérablement le nombre de greffons qu'on peut proposer pour la greffe. Les Espagnols ont regardé ça, effectivement, ils ont appliqué tout ça à partir, vous voyez, de 2008, et on voit une explosion du nombre de greffons disponibles et du nombre de greffons greffés avec d'autres papiers, une amélioration de la survie, de la qualité de ces greffons. Voilà pour la réanimation, mais après, faut surtout pas s'arrêter à la réanimation, hein, parce que après, c'est le PMO, le prélèvement multi-organes, qui est une urgence chirurgicale. On l'a un petit peu dit, c'est dans un établissement de soins qui est autorisé, on ne fait pas un prélèvement multi-organes n'importe où. Donc ça peut nécessiter un transfert du patient s'ils sont pris en charge dans des centres non autorisés. C'est une activité qui doit être intégrée dans la charte et le règlement intérieur du bloc. Quand on a un patient en mort encéphalique, on ne va pas passer 3 heures à chaque patient en mort encéphalique à discuter quand est-ce qu'on passe ce patient, si on fait une prothèse avant, si on fait la péritonite avant. Alors oui, une péritonite est une urgence chirurgicale, au même titre que le PM. Et donc il va falloir décider selon comment est organisé le bloc, et ça doit être inscrit dans la charte du bloc, c'est une urgence chirurgicale. Il va falloir le passer, l'intercaler entre les urgences, et avant ce qui n'est pas urgent. Il y a lors d'un PMO une présence requise d'un médecin anesthésiste et d'un infirmier anesthésiste, ça c'est clairement défini par le Code de la santé publique, et c'est une urgence, donc on l'a vu, intégrée dans l'organisation de l'activité du bloc. C'est une activité urgente, mais qu'on arrive à programmer au moins quelques heures avant. Ceux qui s'occupent de ça, c'est les coordinations de prélèvement d'organes et de tissus qui vont être au centre de tout ça et qui vont informer les différents acteurs de ce prélèvement. N'oublions pas de faire des transmissions entre la réanimation et le bloc opératoire. C'est des patients qu'on a réanimés, on a passé du temps, et donc pour que la réanimation continue, il faut le transmettre, et puis on les transporte au bloc, et attention, c'est des transports à haut risque. C'est pas celui qu'on fait en disant à l'infirmière vas-y, emmène-le. Non, c'est un patient qui risque de s'arrêter, c'est un patient ventilé qui est à haut risque avec des catécholamines, donc c'est un transport médicalisé. On l'installe au bloc opératoire pour le prélèvement, il n'y a pas de souci particulier à ça par rapport à un autre patient, si ce n'est qu'on ne peut pas faire la checklist. C'est un patient qui ne va pas répondre quand on va demander son nom. Et donc il y a des checklists, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a créer une checklist par exemple, parce que celle de l'HAS n'est absolument pas applicable. Donc on a une checklist particulière pour ces patients en mort encéphalique. On va poursuivre, il faut s'évertuer de poursuivre le monitorage du débit cardiaque et de la volémie, qui a le plus souvent, j'espère, pas assez été débuté en réanimation. Il faut le poursuivre au bloc. C'est ce qui est recommandé, et pourtant, quand on regarde cette étude qui avait été faite il n'y a pas si longtemps, 6 ans, mais il n'y a pas si longtemps, j'espère que les pratiques ont évolué depuis, mais voilà, je vous ai mis ce papier pour qu'on se dise tous, il faut le faire. Quand on regarde, tous les patients morts encéphaliques ont une artère au bloc, ça va, mais l'artère c'est quand même pas suffisant pour faire du monitorage hémodynamique, et le monitorage un peu plus conséquent, vous voyez, presque 75%, c'était pas du tout fait systématiquement, loin de là, pas fait. Il y a très peu de patients qui avaient un monitorage, là c'est ce que les anesthésistes faisaient chez un patient en mort encéphalique, on voit que pour un bon nombre, ils n'en font jamais. Voilà, donc c'est des patients qui nécessitent un monitorage, c'est évident, c'est recommandé. Donc durant le prélèvement multi-organes, il va falloir poursuivre la réanimation jusqu'au clampage aortique, c'est important. Plus on va améliorer l'hémodynamique de ces patients, et
et l'état respiratoire, plus les greffons vont être de bonne qualité et ce seront des greffons qui vont pouvoir être transplantés dans de bonnes conditions avec des meilleurs résultats. La réanimation va s'arrêter au moment du clampage de l'aorte cœliaque et thoracique, qui se fait le plus souvent simultanément, et ensuite vont partir les liquides de conservation aux étages thoraciques et abdominaux, et c'est là que s'arrête la réanimation puisque les organes ne sont plus perfusés. Donc il y a un prélèvement des organes, des tissus, et puis la restauration tégumentaire et la toilette mortuaire qui va suivre, qui doit être la restauration tégumentaire doit être particulièrement soigneuse, c'est ce qu'on se doit quand même à ces patients donneurs. S'il y a un prélèvement pulmonaire, les petites spécificités, au moment, il va falloir injecter, on va avoir recours à l'équipe d'anesthésie de façon un peu plus importante parce que souvent c'est eux qui vont injecter l'époprosténol, en tous les cas faire partir le pochon. Voilà. Et on va poursuivre un peu plus longtemps la ventilation après le clampage aortique jusqu'à la fin de la dissection, parce qu'il va falloir continuer à aspirer, à insuffler ce poumon, et puis jusqu'à ce que les chirurgiens aggravent la trachée. Et là après, effectivement, on peut partir, on retire la sonde d'intubation et c'est la fin de la prise en charge pour l'équipe d'anesthésie. Voilà, donc en conclusion, il y a des améliorations de pratiques ces dernières années, mais finalement à la marge, mais il faut continuer à faire bien, à faire ce qui est recommandé, et ce qui n'est pas toujours le cas, parce que c'est quand même moins le cas, mais longtemps on a entendu « non mais il est mort, j'ai autre chose à faire ». Si on veut prélever correctement un patient qui a donné ses organes, et c'était sa volonté, il faut le respecter et le faire bien. Derrière, c'est comme ça qu'on aura plus de greffons disponibles pour le receveur. Donc il faut s'occuper de ces patients. C'est lourd, mais ça dure 24-48 heures, mais ça paye à chaque fois. Par la meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques de la mort encéphalique et ces protocoles de prise en charge, et notamment de stratégies de protection d'organes, on arrive c'est un travail important qu'il faut qu'on fasse, de la réanimation jusqu'au bloc. Et je vous ai mis un donneur de greffons de bonne qualité est un donneur qui est optimisé, c'est-à-dire chez qui on a fait toute cette réanimation. Je vous remercie.